Chris Corgi, présidente de l'OTAM, l'association des usagers des transports aériens au départ et à l'arrivée de Mayotte. Chris Corgi, bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Merci à vous, bonjour à tous. Alors ce week-end, justement, il y a eu des incidents qui ont émané, qui ont touché les voyageurs en provenance de La Réunion ou de métropole. Les vols Air Austral, les Corsair ont dû rebrousser chemin, où l'autre était en panne. Il y avait une cause aussi, c'était la pluie et les intempéries. Apparemment, la longueur de la piste de Mayotte pose problème. Eh bien, écoutez, c'est, si besoin était, l'occasion de rappeler encore une fois que la piste longue, la revendication sur la piste longue, c'est pas une lubie, c'est pas une fantaisie. Ça concerne réellement des questions aussi de sécurité des usagers, des passagers, mais aussi sécurité des équipages, bien entendu. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement sérieux et l'enjeu est important. Alors, on vous a on a lu la lettre que vous avez adressée le 10 décembre dernier au président du conseil départemental, Sobadine Ibrahim Ramadani, pour le remercier en raison du vote des élus en faveur d'un investissement dans le projet justement de la piste longue. Mais on a appris aussi que le 23 décembre dernier, l'autorité environnementale a donné un avis plutôt défavorable à la piste longue. Comment est-ce que vous réagissez à cela? Est-ce que finalement, cela amène à nouveau des doutes sur la réalisation de l'allongement de cette piste de Mayotte? Alors, je vous proposerai une réponse en deux temps. D'abord, par rapport à l'initiative du président Sobadine Ramadani, effectivement, qui a fait délibérer pour sa contribution. J'ai l'air, et OTAM a l'air d'être à contre-courant de tout ce que l'on pense. Nous, on a considéré que c'était un geste fort par rapport à ce projet, dont on sait pertinemment que c'est quelque chose qui est en marche, mais qui est loin d'être gagné. Et d'une certaine façon, nous avons déjà eu l'occasion de le dire, c'était un petit peu comme pour forcer le destin. On sait très bien que la situation de Mayotte est complètement atypique, j'ai envie de dire. Dans ce genre de projet, on sait que rien n'est rationnel. J'ai parfois entendu dire que le département n'avait pas à se positionner parce que le financement relève d'autres instances, que effectivement c'était un financement qui était à côté inopportun. J'ajoute qu'on a connu des dizaines de plans, de contrats de projet, de plans, de ceci, de cela, avec des investissements qui ont été prévus, qui n'ont jamais été réalisés. Je salue ce geste parce que je considère que d'une certaine façon, à travers cette décision, le président Sobadine force un petit peu le destin. Et donc, les événements, enfin les conclusions du rapport de l'autorité environnementale nous montrent non seulement qu'il avait eu raison, mais nous dit aussi que c'était même pas encore suffisant. C'est vous dire que pour tout ce qui concerne Mayotte, ce sont des batailles extrêmement dures et il n'y a rien de rationnel. Donc, il a tenté par cette décision d'une certaine façon forcer la main. Il n'a pas eu tort, mais la réalité nous poursuit et donc nous dit que même ça, évidemment, ça n'était pas suffisant. Et pour en venir aux conclusions du rapport de l'autorité environnementale, je pense qu'on ne devrait pas être surpris. Les usagers, les Mahorais ne devraient pas être surpris. En tout cas, nous, on n'est absolument pas étonnés. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que les mêmes autorités, les mêmes instances qui ont eu à connaître de ce dossier et qui ont contribué à la formulation des conclusions de le comité Mobilité 21 pour reléguer le projet à 2050, ce sont les mêmes. Vous avez des services locaux, vous avez des instances nationales, même si les personnes changent, ce sont les mêmes principes, les mêmes façons aussi de regarder les problèmes de Mayotte. Donc, d'une certaine façon, je ne suis absolument pas surprise de cette décision. Je ne suis pas surprise non plus de ces conclusions. C'est pas une décision. C'est un avis, pardon, évidemment, c'est un avis, mais c'est un avis qui compte. Et c'est un avis qui ouvre d'une certaine façon et des chantiers et des débats, mais qui appelle plus tard aussi des décisions. Mais un certain nombre d'éléments de cet avis, effectivement, nous font penser au spectre de ce qui nous est arrivé précisément à l'issue du débat public, c'est-à-dire qu'on avait l'impression que c'était une belle avancée. On n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas accorder de l'importance et de la considération aux enjeux environnementaux, et particulièrement dans le contexte de Mayotte avec le nouveau volcan.
Pour autant, quand vous regardez dans le détail, effectivement, il y a largement de quoi se dire. C'est bien le spectre de 2012, après le débat public, qui est en train de se dessiner. Et c'est par rapport à ça que nous disons, à la fois, nous ne sommes pas étonnés, parce que nous connaissons les courants que nous appelons au contraire locaux et au plan national. C'est ainsi. Mais en même temps, nous savons très bien que la bataille n'est pas du tout perdue encore. En tout cas, nous considérons les choses comme ça. Alors, Madame Criscondji, vous avez rappelé que vous connaissiez les courants contraires à la réalisation de ce projet. Ma question va être en deux temps, elle aussi. Donc, vous dites qu'il y a des blocages, il y a on appelle des lobbies ou des groupes de pression, je ne sais pas comment on va les appeler, qui ne sont pas favorables à la réalisation de ces chantiers, premièrement. Et deuxièmement, dans les conclusions, en tout cas le peu que nous avons pu lire, nous autres, on parle de l'intérêt qui ne serait pas évident, l'intérêt économique, l'impact économique d'un tel outil pour Mayotte. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est la raison pour laquelle je dis encore une fois qu'il ne faut pas baisser les bras et nous n'avons pas l'intention de baisser les bras parce que, souvenez-vous, est-ce que vous pouvez me citer un seul investissement pour le peu que nous avons qui se serait fait à Mayotte comme ça? Parce que c'est normal, parce que quelqu'un l'a dit ou parce que quelqu'un l'a promis. C'est juste pour dire que les Mahorais ont l'habitude des combats. Les Mahorais ont l'habitude de se battre, ils ont l'habitude de devoir se justifier, s'expliquer et batailler plutôt deux fois qu'une par rapport aux autres pour pouvoir obtenir des avancées. Donc, nous sommes déjà d'ores et déjà suffisamment mobilisés pour nous dire plus que jamais, à la fois on n'est pas étonné, mais à la fois on est inquiet, bien entendu. Et donc, il va falloir qu'on réarme nos forces pour pouvoir faire face à cette situation. Il y a eu néanmoins une deuxième réunion du comité de pilotage sur la piste longue. C'était en décembre dernier, en présence du préfet, de la DGAC et du conseil départemental. On avait l'impression que les choses étaient vraiment sur les rails. Et là, on a l'impression que tout le monde est en train de douter à nouveau. C'est la raison pour laquelle, je vous le dis encore une fois, quand bien même les discours officiels, les comités, les conclusions, les promesses, etc., tendraient à laisser penser que tout est limpide et que rien ne va être bousculé, nous sommes parfaitement conscients que c'est un dossier complexe, c'est un enjeu aussi fort pour Mayotte, mais nous savons aussi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise quand, par exemple, les mêmes personnes qui ont autorité pour se prononcer parce qu'on leur prête une expertise dans tel ou tel domaine, et là, en l'occurrence, dans le domaine environnemental, mais quand on qualifie l'allongement de la piste, enfin la piste longue de Mayotte, quand on la qualifie d'investissement de prestige dont les Mahorais n'auraient pas besoin, vous mesurez là quelle est la bataille et quel genre de bataille on doit mener. Et ça, c'est un exemple parmi d'autres. Donc, voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait rassurer la société civile sur cette piste longue? Est-ce qu'il faudrait le premier coup de pioche pour que vous réalisez, pour que vous dites enfin c'est possible? Parce que on a l'impression que vous serez dans le doute, que les Mahorais seront dans le doute constamment. Il y a de quoi être dans le doute tant que nous n'avons pas abouti. Ça ne veut pas dire que le doute est... Il ne faut pas non plus qu'on soit figé, pétrifié parce qu'on a le doute. Au contraire, ça motive d'autant plus à se battre. Mais oui, j'ai envie de vous dire, oui, le premier coup de pioche et les engins, parce qu'on a aussi vu des premières pierres posées qui n'aboutissent nulle part. Rappelez-vous le contournement de Mamoudzou, pour prendre un exemple, qui n'a pas connu de pose de première pierre, mais depuis combien de temps on en parle? Il faisait partie d'un certain contrat de projet État-Mayotte, 2007-2013. On a connu une succession de préfets, notamment, en tout cas, ceux dont je me souviens, le préfet Robin, qui faisait déjà qui s'impatientait, demandait à ses services du travail, etc. Regardez où on en est. Je dis juste que pour Mayotte, rien n'est facile, rien n'est simple, rien n'a jamais été gagné d'avance. Donc aujourd'hui, plus que jamais, je crois que la société civile, en tout cas, mais également les élus, doivent redoubler d'efforts, se mobiliser parce que, effectivement, ces conclusions n'annoncent rien de bon. Et encore une fois, il ne faut pas faire passer les Mahorais pour ce qu'ils ne sont pas. Nous ne sommes pas en train de dire qu'il faut s'asseoir sur les enjeux environnementaux.
Mais enfin, on connaît aussi d'autres projets, on connaît aussi... En réalité, ce que j'ai envie de dire, c'est que visiblement, seule la position politique, encore une fois, pourrait effectivement infléchir par rapport à ces positions assez tranchées pour certaines. Voilà, la parole présidentielle, c'est pas rien. Et je vous rappelle aussi que la mobilisation de la société civile a permis, entre autres, de déterrer ce dossier qui était figé à horizon 2050. Rendez-vous compte, c'est-à-dire qu'on n'en parlait plus. D'ailleurs, depuis, qui en parlait? Personne. Il était mort, on était passé à autre chose, tellement il y a des problèmes. Et donc, si le dossier a été déterré, et le président, il l'a fait, il a pris sa décision et son annonce, il ne l'a pas faite en ignorant complètement le contexte, il l'a fait en connaissance de cause, et ça n'a pas été facile. Et on sait aussi la bataille que les élus, les parlementaires, les maires qui ont soutenu ont dû mener, et le fait d'avoir accompagné aussi les manifestations et pétitions de la société civile. Tout ça a fait qu'il y a une espèce de communion qui a pu décider le président pour se dire, en plus il l'a pratiqué, donc pour se dire, bon, mais maintenant on y va. Donc aujourd'hui, clairement, nous avons en ligne de mire, et c'est notre fil conducteur, et c'est ça qui guide notre motivation. Nous avons une parole présidentielle, ou alors que le premier, que quelqu'un vienne me dire qu'une parole présidentielle n'a pas de sens. Vous allez me dire, nous avons connu beaucoup de promesses, mais celle-ci, de par notre façon d'apprécier les choses, nous considérons qu'elle est un petit peu plus concrète par rapport à ce dossier que ne l'ont été les précédentes. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous maintenons et nous disons que le président de la République a donné sa parole devant les Mahorais et en public, devant les parlementaires qui ont aussi travaillé, mais je leur demande aussi de travailler encore plus parce que visiblement, c'est loin d'être assez, c'est loin d'être suffisant, et nous aurons aussi des attentes par rapport aux futurs candidats, que ce soit au cantonal ou aux prochaines législatives. Nous avons des attentes... Ou au présidentiel, bien entendu, plus proche de nous. Et d'ailleurs, nous avons, quand j'ai entendu annoncer après le comité les travaux ou les études de 2023, etc., je vous avoue que j'ai été assez perplexe parce que je me suis dit, mais 2023, c'est après 2022. Autrement dit, si on a, je ne sais pas si on aura le même président ou un autre président, qu'est-ce qui nous attend encore? Donc, ça fait partie des choses véritablement. Il y a un enjeu, mais nous refusons de croire qu'on peut s'asseoir sur une parole présidentielle, quand bien même ces instances sont, les membres de ces instances sont nommés effectivement par l'État, par le gouvernement, sont nommés par décret, etc., etc. Donc, ils ne sont pas tout à fait ni indépendants, ni inconnus. Pour certains, ils connaissent les dossiers, pour d'autres, de loin. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il va falloir, une bonne fois pour toutes, que les gens, de quelque niveau qu'ils soient, apprennent à composer avec la parole des Mahorais. Fatigués qu'on parle sans arrêt des Mahorais. On veut une piste longue. Ah ben non, ça c'est pas bien pour vous. Mais moi j'aimerais bien aussi effectivement que les mêmes qui se préoccupent du bien des Mahorais et qui s'occupent de parler à la place des Mahorais puissent aussi se préoccuper des problèmes qui nous dépassent. Quand je dis ça, ça ne veut pas dire que c'est interdit de partager, mais il y a des situations qui se passent de commentaires, et la situation de Mayotte par rapport à cette piste longue, encore une fois, les enjeux, qu'ils soient sociaux, qu'ils soient économiques, qu'ils soient en termes de développement, etc., on n'a plus besoin de les démontrer, sauf à ce qu'on considère qu'effectivement, on n'a pas envie de les voir. Et ça ne marchera pas parce que nous, on va continuer à se battre. Alors, en revanche, il y a une concurrence qui est relancée ici à Mayotte avec le retour de Corsair depuis décembre dernier. On a appris que le conseil départemental pourrait rentrer dans le capital de Corsair. Comment est-ce que vous voyez cela? Est-ce que ce serait une bonne chose et surtout dans quel intérêt? Alors, on dit Corsair aujourd'hui, c'est une compagnie, on va dire, guadeloupéenne. On sait que des acteurs de la Guadeloupe se sont mobilisés, des entreprises, des élus, enfin toute la Guadeloupe, on pourrait le dire, s'est mobilisée autour de ce projet. Son capital... 2 minutes, hein. On sait aussi que la Réunion a sa propre compagnie. Les élus se sont mobilisés. Aujourd'hui, c'est Aerostral. Qu'est-ce qui empêcherait Mayotte ou le département aussi de travailler à la création de sa compagnie, que Mayotte puisse avoir la sienne? Pour répondre à votre question, aujourd'hui, ça serait une moitié de bienfaits. Si le département choisissait d'entrer dans le capital de Corsair,
j'aurais dit peut-être que ça convaincrait Corsair ou en tout cas les administrateurs de regarder d'un peu plus près aussi les problématiques de circulation et de desserte de Mayotte. Mais jusqu'à quand? Qu'est-ce qui nous garantit? Qu'est-ce qui les y oblige? Voilà, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que dans ce dossier, il n'y a pas que les études de ci, de là ou entrer dans le capital de ci, de là. Visiblement, on n'a tous pas encore suffisamment travaillé, c'est ça que j'ai envie de dire. Et j'aimerais que les parlementaires, les élus, redoublent d'efforts, montrent autre chose autour de ce dossier, sinon il va mourir. On est bien parti pour l'enterrer, et il faut lire entre les lignes, et je vous assure qu'il va falloir s'armer plutôt 2 fois qu'une, parce qu'en face, on n'est pas que sur des partisans, on n'est pas que en face de partisans du projet. Donc, j'aimerais voir les élus davantage, j'aimerais entendre autre chose que ce qu'on a entendu jusqu'à présent, parce que sinon c'est foutu, et la population de Mayotte et la société civile ne laissera pas faire les choses comme ça. Merci, Chris Kourdji, d'avoir été l'invité de Zakweli.